Bonsoir à tous. Nous sommes très heureux d'accueillir ce soir Madame Brigitte Diaz qui a mené des recherches très originales sur la correspondance de George Sand, dont vous connaissez l'importance, et les rapports avec son œuvre. Madame Diaz est professeure à l'université de Caen, professeure de littérature du XIXe siècle, et elle est également directrice d'un laboratoire très important sur la littérature, la philologie romane et également les arts du spectacle. Donc je vais peut-être laisser Madame Diaz vous dire plus précisément ces thèmes de recherche. Je voulais vous signaler à propos de l'affiche que le dessin que vous avez vu de George Sand à l'éventail est un dessin d'Alfred de Musset qui est conservé à la bibliothèque de l'Institut et qui a été fait en 1833. Alors, pour toutes les personnes qui m'ont interrogé sur le japonisme, pas plus que l'impressionnisme en 1833, le japonisme n'était encore à l'ordre du jour, je crois. Et donc, cette œuvre est tout à fait indépendante de cette tendance japonisante qui n'apparaît qu'à partir de 1858, je crois. Voilà, alors je vous laisse la parole. Merci. Alors, tout de suite un petit... Je crois qu'on ne voit plus, là, on ne voit plus les... C'est peut-être ça, tout simplement. Il y a un petit truc qui manque, je vais essayer. Voilà. Non, ça ne marche plus, là. Voilà. Tiens, attention, Bernard. Il y a encore un petit truc. Et là-haut, ça reste. Ah non, Alors, là, on est passé à... Ça, c'est pas grave. Voilà, vous avez les flèches ici. Ok. Merci. Donc, je voudrais tout d'abord remercier Madame Luce Marie Albigès ainsi que son association. Vous m'entendez pas? Non? Oups, ça commence pas bien. Voilà, vous m'entendez mieux là? Non? Non. La technique, ça marche là? Moi j'ai l'impression que ça marche. Oui, alors je disais que je remerciais Madame Albigès et puis son association qu'elle dirige pour m'avoir invitée à venir parler ce soir auprès de vous de la correspondance de George Sand. C'est toujours un plaisir pour moi de parler de cette correspondance et surtout de parler de George Sand, sur l'œuvre de laquelle j'ai travaillé souvent et longtemps. J'ai beaucoup travaillé plutôt sur les écrits autobiographiques, dont Histoire de ma vie, dont j'ai fourni récemment, enfin il y a quelques années déjà, une édition en livre de poche, et puis aussi sur sa correspondance, d'ailleurs comme sur celle d'autres écrivains de ce siècle, Stendhal, Balzac, Flaubert, m'intéressant plus particulièrement à tout ce qui, dans les correspondances, nous permet de comprendre la production de l'œuvre littéraire, l'importance de la vie littéraire aussi, et les écrivains du XIXe siècle ont tous été des grands épistoliers, et ils nous ont laissé donc le trésor de leurs lettres. Ce qui est pour nous littéraire aujourd'hui 19e, d'un grand extrêmement précieux, puisqu'on a beaucoup de choses à apprendre de ces correspondances. Alors pourquoi parler aujourd'hui de la correspondance de George Sand? Peut-être que justement c'est une des George Sand qui est moins connue des non-spécialistes, entre guillemets, et je rappellerai en préambule quelques-uns de ses visages mieux connus, ou de ses histoires, ou de ses légendes. On connaît bien la romancière, qui... dès son premier roman, Indiana, ça c'est une reproduction de 1861, une republication, mais dès son premier roman Indiana, qui est le premier roman en 1832 qu'elle signe,
quel signe de sa célèbre signature, hein. Et là, c'est intéressant, ce petit carton, parce qu'on a les 3 noms. On a les 3 noms. Aurore Dupin, je vais reparler d'elle tout à l'heure, c'est la jeune fille. Femme du Devant, c'est l'épouse de Casimir du Devant. Et George Sand, effectivement, c'est son célèbre pseudonyme. On connaît bien aussi la femme engagée. La femme engagée qui rédige en février 48 quelques-uns des bulletins de la République, ce qu'il voudra d'ailleurs pas mal de caricatures qui foisonnent, c'est la George Sand socialiste. On connaît bien aussi, bon, je n'ai pas d'image particulièrement pour dire ça, si ce n'est ces reproductions où elle est vêtue en homme. On connaît bien aussi cette George Sand qui incarne une certaine idée de l'émancipation féminine. Voilà une autre gravure assez célèbre. Il faut se souvenir qu'elle n'a porté l'habit masculin que très peu de temps, quand elle était à Paris à ses débuts, justement pas très loin d'ici. Et elle l'a après utilisé uniquement pour voyager. On connaît bien aussi, bien sûr, l'icône romantique qu'elle compose auprès de Musset dans le Panthéon des amours romantiques, et c'est un très beau dessin, effectivement, de Musset. On en verra d'autres tout à l'heure, mais plutôt caricaturaux. Musset, comme George Sand, l'un et l'autre on avait ça en commun en plus, d'être très artistes aussi et d'avoir un très beau coup de crayon. Alors, toutes ces George Sand sont bien connues, je dirais, et justement célébrées par la postérité, mais cette postérité a assez peu retenu, en revanche, l'épistolière en George Sand. Alors, je parle de la postérité grand public, entre guillemets, car ceux qu'on appelle les Sandiens, et dont je fais partie aussi par le biais d'une association, dont je profite de l'occasion pour vous présenter la revue, le bulletin aussi, les Amis de George Sand, le dernier numéro étant consacré à George Sand et les arts du XVIIIe siècle. Eh bien, ces Sandiens, chercheurs universitaires travaillant sur Sand et ses œuvres, se sont depuis longtemps intéressés à cette correspondance. Alors, quel enseignement, quel charme, quel intérêt a-t-elle, cette correspondance, je dirais non seulement pour les littéraires de profession qui travaillent sur George Sand et son œuvre, mais aussi plus largement pour un lecteur d'aujourd'hui. C'est à ces questions que je voudrais répondre en me plaçant bien sûr de mon point de vue, c'est-à-dire le point de vue d'une 19e-iste, comme on dit, qui a fréquenté assidûment les 26 volumes de la correspondance de George Sand. Voilà l'ensemble, dans la fameuse édition jaune de Garnier, et j'aimerais montrer donc ce soir combien cette correspondance, au-delà du document biographique qu'elle peut fournir, comme toute correspondance d'écrivain, sur la vie d'un personnage célèbre et d'un écrivain important, c'est aussi une œuvre seconde qui est portée par une énergie, un souffle, une créativité qui en font ce que certains ont appelé dans une belle formule, ça c'est une formule qu'un critique applique à la correspondance de Flaubert, l'œuvre de l'œuvre, l'œuvre où l'œuvre finalement trouve sa genèse. Alors quelques mots d'abord sur cette correspondance telle qu'elle se présente à nous aujourd'hui. Eh bien, dans son édition actuelle, elle est sans doute à côté de celle de Voltaire, qui la dépasse largement, puisque dans l'édition Besterman, Voltaire, c'est 50 volumes. Un de ces monuments épistolaires exceptionnels qui se signale à nous par son ampleur peu commune. Certes, Sand n'est pas la seule au XIXe siècle à s'adonner à ce que Barbey d'Aurevilly, un autre écrivain célèbre et grand épistolier lui aussi, appelait avec une sorte de mot-valise qui me semble très parlant, qu'il avait forgé. Il parlait de l'épistolature, épistolaire et littérature, et il parlait aussi de littérature épistolaire, et Barbey a été un grand amateur du genre. Alors la plupart des grands écrivains de ce siècle, de ce 19e siècle, vous le savez, ont été des grands épistoliers. Ce qui est frappant, c'est de voir que leur correspondance est peut-être une des choses, je ne dirais pas les plus vivantes de leurs œuvres, mais
extrêmement actuel, puisque si l'on regarde du côté des éditeurs, eh bien, tous ces grands corpus épistolaires sont en cours de réédition. La grande édition de la correspondance de Flaubert en 5 volumes Pléiades s'est achevée il y a peu de temps. La correspondance des frères Goncourt est en cours de republication chez Champion. La correspondance de Stendhal a fait l'objet il y a quelques années d'une republication aussi en 5 volumes. C'est dire que, je ne dirais pas qu'on redécouvre, parce qu'on ne les a jamais perdus de vue, mais le trésor épistolaire affiche de façon peut-être plus manifeste qu'avant l'intérêt qu'il peut avoir dans l'ensemble d'une œuvre. Alors, la plupart, donc, comme tous ses confrères en écriture, Sand a écrit beaucoup de lettres. Peut-être a-t-elle ce qui la singularise, et c'est ce que je voudrais peut-être évoquer un peu aujourd'hui, c'est pas seulement sa prolixité, mais c'est son usage intensif de la lettre. Alors, elle a épuisé à peu près toutes les fonctions de la lettre, et je n'en verrai qu'un petit aspect. Bien évidemment, la fonction intime, autobiographique, diaristique. La lettre est un journal intime aussi. À certains moments de sa vie, c'est ainsi qu'elle en a usé. Une fonction, bien sûr, de sociabilité. La lettre au XIXe siècle est ce qui permet de créer des réseaux épistolaires. Une fonction, bien sûr, politique. Elle a beaucoup, en tant que journaliste, puisqu'elle a aussi écrit dans les journaux, utilisé la lettre ouverte ou la forme épistolaire pour faire entendre ses opinions. Fonction critique, c'est un peu ce que je privilégierais aujourd'hui. La correspondance, et d'abord celle avec ses pairs, dont je vais parler un petit peu aujourd'hui, a constitué pour elle une sorte de tribune privée où, je vais reprendre une formule de Flaubert dont je parlerai tout à l'heure, causer littérature. C'est ce qu'il dit tout le temps dans ses lettres. Donc la lettre a été pour George Sand un outil plurifonctionnel, indispensable, je dirais, à sa vie littéraire, comme bien sûr à sa vie privée. Alors, quelques mots sur cet ensemble. Donc, je veux rendre honneur et grâce aujourd'hui à Georges Lubin, qui est l'éditeur exceptionnel de cette correspondance auquel il a consacré toute sa vie, et qui est vraiment une édition tout à fait exemplaire et remarquable. Donc 25 volumes, 26 avec un volume supplémentaire, publié de 64 à 61. Et toute correspondance étant par définition, alors mon image n'est pas très belle, j'ai tiré toutes ces images, elles sont parfois un peu pas assez définies pour être sur un écran de ce type. Une édition de correspondance étant par définition ouverte et évolutive, eh bien un autre volume de lettres retrouvées a été publié par Thierry Baudin en 2004. Et ce même Thierry Baudin, qui est, vous le connaissez sans doute, un grand spécialiste des lettres et des manuscrits, a aussi proposé un choix de lettres que vous pouvez consulter en collection Gallimard Folio Classique, qui rend accessible une collection de lettres habilement choisies qui rend accessible au grand public. Alors, cet ensemble épistolaire est l'aboutissement d'une longue histoire qui a commencé du vivant de l'auteur, et souvent malgré elle. Sand, en effet, a toujours redouté la publicité donnée à ses lettres, tout en sachant qu'inévitablement cette publicité et cette publication aura lieu. Alors, déjà en 1850, autour de 1850, on publie, elle trouve des lettres qui circulent, et elle a différentes réponses à ces publications un petit peu, non pas sous son autorité, mais clandestines, dont je parlerai tout à l'heure. Alors, après la mort comment on en arrive à cette correspondance d'aujourd'hui, j'aimerais en dire un mot, parce que c'est une histoire, une correspondance, c'est pas quelque chose c'est pas un livre, c'est pas un roman, c'est quelque chose qui se constitue à force d'éditions successives, et l'objet que nous avons aujourd'hui, bien évidemment, comme toute correspondance, n'a jamais existé comme tel, du vivant de l'auteur, ça va de soi.
Alors, après la mort de George Sand en 1876, son fils, alors vous avez ici les deux enfants de George Sand, Maurice et Solange, avec, là c'est quand ils sont petits, là c'est une gravure qui représente Maurice et très souvent elle est donnée comme le portrait de George Sand en habit d'homme. C'est totalement faux, c'est Maurice du devant. Donc voilà Maurice, voilà Solange. Alors bien sûr, mais les reproductions que je suis allée chercher à droite et à gauche présentent tous ces personnages à des âges divers, hein, et pas forcément... ne sont pas forcément chronologiquement bien en harmonie. Donc à la mort de George Sand en 1976, Maurice, qui est le légataire, doit négocier un nouveau contrat des œuvres complètes. Le contrat qu'il liait George Sand avec Michel Lévy, son éditeur, arrive à expiration, et donc il faut trouver un nouvel éditeur qui accepte de reprendre tout cet ensemble, et cet ensemble qui est déjà archi-publié. Donc je ne rentre pas dans toutes ces négociations. Il y a toute la correspondance de Maurice et de Solange au département des manuscrits à la BNF, rue Richelieu, et c'est tout à fait intéressant de voir comment ils ont construit la correspondance de leur mère. Bref, pour dire les choses un peu rapidement, la correspondance va devenir un appât, puisque c'est de l'inédit, un appât pour rééditer les œuvres de George Sand. Donc voilà, on signe le contrat en janvier 1880 avec cette fois-ci Kalman Lévy, puisque Michel Lévy entre-temps est mort lui aussi, qui va assurer pour 46 ans la propriété pleine et entière de toutes les œuvres de George Sand, mais qui permet à Maurice de publier la correspondance. Alors, cette correspondance, le premier volume va être publié en 82, je vous donne le frontispice, et puis d'autres 5 volumes vont suivre de 82 à 84. Alors, est-ce que cette correspondance est la même que celle qu'on lit aujourd'hui ? Bien évidemment non. Les lettres publiées, comme il est d'usage au XIXe siècle, on est beaucoup moins attentif à la fidélité au manuscrit, sont expurgées, retaillées, découpées, voire réécrite. Solange trouve que sa mère, elle se venge un peu sur sa mère, qui avait été une correctrice draconienne de ses premiers essais littéraires, et elle trouve que parfois les lettres de sa mère manquent de style, donc elle les corrige. Et on coupe à droite et à gauche tout ce qui est gênant par rapport à l'image. On est juste après la mort de George Sand en 82, et c'est la bonne dame de Nohant qu'on veut mettre en avant. Alors, il s'agit donc d'une publication tout à fait partielle, mais aussi partiale, et bien sûr qui n'a rien à voir avec la correspondance qu'a fournie Georges Lubin après, je vous le disais, une vie complète, et avant l'existence de l'ordinateur, une vie complète vouée à la collecte des lettres, à leurs commentaires, à la restitution des dates, enfin un travail qu'il a mené avec son épouse. Donc aujourd'hui, le résultat, c'est à peu près 19 500 lettres, ce qui est quand même assez considérable pour quelqu'un qui a aussi beaucoup produit, beaucoup écrit pour la littérature, bien sûr, romans, mais aussi pièces de théâtre, mais aussi articles de presse. Bon, et les proportions de cet ensemble sont telles qu'il constitue ce qu'on pourrait appeler, ce que j'ai envie d'appeler en tout cas, l'œuvre épistolaire de George Sand. Alors, de ces lettres d'une vie, selon le titre que Thierry Baudin a donné à son anthologie, je voudrais donc présenter dans un premier temps, si vous le voulez bien, la physionomie générale, pour ensuite m'arrêter, parce qu'on ne peut pas parler de tout, sur certaines étapes importante de sa vie littéraire qu'on va percevoir donc à travers tel ou tel dialogue mené avec tel ou tel écrivain de son temps. Alors, dense et abondante, c'est évident, pléthorique, diront certains, cette correspondance présente une caractéristique finalement assez rare, c'est qu'elle s'étend sur toute la vie de l'écrivain. La première lettre, dans l'état actuel de nos connaissances, est une lettre qu'elle adresse à sa mère,
Madame Maurice Dupin, Amandine Aurore Lucie Dupin. Hein, et c'est une lettre où la petite George Sand, la petite Aurore, qui n'est pas encore Georges bien sûr, a 6 ans. Alors, je ne reviendrai pas sur l'histoire compliquée des parents de George Sand, qui est bien connue. J'en dis juste un petit mot pour replanter le décor, pour ceux qui auraient oublié. Donc, il est vrai que Amandine Aurore Lucie Dupin, qui est donc le nom baptême de George Sand, est née sous une curieuse étoile. Elle est un peu comme dans les contes de fées, la fille d'un prince et d'une bergère, disant que la bergère, la voilà, c'est pas une bergère, c'est une, comme elle le dit dans son autobiographie, une pauvre enfant du vieux pavé de Paris, puisque le père de sa mère, donc son grand-père, était oiseleur, hein, et que par ailleurs, elle descend par son père, donc voilà, George Sand a 7 ans, elle descend par son père de Maurice de Saxe, hein, Maurice de Saxe qui est lui-même le bâtard légitimé d'Auguste II, roi de Pologne. Et donc d'un côté on a Antoinette de Laborde, hein, j'ai fait une erreur tout à l'heure sur le nom de sa mère, c'est Antoinette de Laborde, et puis de l'autre côté toute cette lignée qui la relie, hein, donc roi de Pologne. Alors elle parle abondamment dans son histoire de ma vie de cette naissance à cheval sur 2 classes, qui l'a placée dans une position singulière et qui, dit-elle, a entraîné bien d'autres excentricités au sens strict du terme, c'est-à-dire elle est toujours un petit peu à la périphérie, hein, elle n'est pas bien plantée dans une identité ou une autre, et je vous en renvoie aux très belles pages qu'elle a écrites là-dessus dans l'histoire de ma vie. Quant à la dernière lettre, hein, donc la première lettre, c'est une lettre qu'elle adresse à sa mère, et on va y revenir tout à l'heure parce que je vais en reparler. Et la dernière lettre, c'est celle qu'elle adresse à son neveu, Oscar Casamajou, qui est le fils de sa demi-sœur, une semaine avant sa mort. Elle s'y dit simplement patraque, mais elle se déclare néanmoins prête à affronter, je la cite, sans tristesse toute éventualité. Et elle formule en clausule de la lettre ce qui ressemble quand même étrangement à une épitaphe, et c'est la dernière lettre connue de sa main. Je crois que tout est bien, vivre et mourir, c'est mourir et vivre de mieux en mieux. Alors entre ces 2 bornes, première lettre, dernière lettre, une semaine avant sa mort, eh bien c'est toute la vie de George Sand qui défile dans cette correspondance, et qui, bien sûr, suit les tournants de son existence, en retrace les sinuosités, les lignes droites, les crises, les impasses, et nous restitue ainsi une autre histoire de sa vie. Sauf que une correspondance, c'est quelque chose de dialogique, hein, c'est quelque chose même, on va voir, de polyphonique, qui fait aussi intervenir les voix des autres. Alors, l'édition de Georges Lubin n'est bien sûr, ça serait impossible, pas ce qu'on appelle une correspondance générale avec les réponses. Mais ces réponses, on les connaît, pour les grands corpus, on les a par ailleurs, et on se rend compte que c'est effectivement, cette correspondance compose virtuellement une véritable polyphonie où toutes les voix, les grandes voix du siècle s'entendent, mais aussi, j'en dirais un mot, les voix plus anonymes. Alors, première question, qui sont ces correspondants, hein ? Je vais en dire un petit mot général avant de m'arrêter peut-être sur certains d'entre eux. Alors, il y a d'abord, bien sûr, tous les grands contemporains, poètes, écrivains, acteurs, peintres, musiciens, mais aussi hommes politiques, mais qui se répartissent différemment selon les périodes de sa vie. Il y a plusieurs, bien sûr, carrières dans la carrière de George Sand. Il y a d'abord celle qu'on connaît mieux, que le grand public connaît mieux, qui est la décennie romantique, 1830-1840, et dans cette dizaine d'années magnifiques, hein, où George Sand rentre en littérature, ce sont bien évidemment tous les grands artistes du temps qui défilent dans sa correspondance. Marie Dagout, hein, avec laquelle elle sera amie avant la brouille de 1839. Si je parle de Marie Dagout, bien sûr, Liszt, non, ça c'est Musset.
Alors, Musset, un peu déformé le malheureux Musset par cette reproduction. Musset, donc, on connaît bien l'histoire, je ne vais pas y revenir, qu'elle rencontre en 1933, l'aventure de Venise, ils se séparent en 1935. Bon, là, il y a Delacroix dans une photo plus tardive, hein. On n'est pas dans les années 30, bien évidemment, avec cette photo-là. Delacroix qui a été un très grand ami de George Sand et un grand confident, il y a des lettres magnifiques qu'ils s'échangent, et là on est bien dans ces années à partir de 1935. Il y a un peu plus tard viendra, vous le reconnaissez aussi, Chopin, mais il y en aura aussi d'autres moins connus. Bon. Liszt, voilà, Liszt, là aussi, dans une reproduction photographique un peu plus tardive. Alors ça, c'est la décennie romantique, 1830-1840, c'est la période où George Sand a sans doute été au plus fort de son génie littéraire et poétique. Viendra ensuite, au milieu du siècle, un autre ensemble, entre 48 et 51, deux dates qui ne sont pas bien sûr prises au hasard, où la France, à coup d'insurrection et de coup d'État, va passer de la monarchie à la République, puis revenir à l'Empire. Ce sont effectivement à ce moment-là plutôt les politiques ou les idéologues qu'on va rencontrer dans sa correspondance. Bon, je ne les ai pas, je ne vous les montre pas. Il y a Louis Blanc, Emmanuel Arago, Ledru-Rollin, avant il y a eu Pierre Leroux. Et c'est une période donc qui est plus concentrée sur la vie politique que la vie littéraire. Et puis il va revenir après tout ça, à partir de 1952, retour à la vie littéraire. C'est à partir de cette époque, l'écrivain va résider plus volontiers et plus longuement à Nohant. Vous voyez le château de Nohant là dans son état actuel, tel qu'on peut le visiter aujourd'hui. Bon, peut-être certains d'entre vous l'ont déjà visité, c'est un très bel endroit et parfaitement conservé. Donc c'est vrai qu'à partir de cette date, George Sand est très souvent à Nohant, et donc la correspondance et la lettre va devenir un outil de travail indispensable. Il n'y a pas d'autre moyen de communication à l'époque. À la fois un atelier d'écriture des œuvres en cours et un espace de réflexion critique où parler de la littérature. Alors on va rencontrer dans sa correspondance, à partir de ces dates-là, mais même avant, tous les grands critiques du temps. Je pense à Sainte-Beuve, je pense à Jules Janin, mais aussi les grands patrons de presse. Lire la correspondance de George Sand, c'est aussi apprendre beaucoup de choses sur le fonctionnement de la presse au XIXe siècle. J'en dirai un petit mot. Alors voilà, j'ai choisi de vous montrer ça, mais on ne voit pas très bien. C'est la presse, c'est le grand journal grand journal moderne inventé en 1836 par Émile de Girardin, qui est un patron de presse. Je croyais avoir pris son visage, mais il doit être un peu plus loin. C'est le début, on dit certains, de l'ère médiatique. Émile de Girardin, en 1936, invente le journal La Presse, où il invente le fait que ce sont les publicités, il y a de la publicité va payer le journal, et puis il invente aussi, c'est un numéro de 54, il invente aussi quelque chose qui va donner une impulsion extraordinaire à la presse et au roman, c'est, vous connaissez bien, le roman feuilleton, ce qu'on appelle le rez-de-chaussée du journal. Pourquoi le rez-de-chaussée ? Parce que c'est en bas. Et alors là, ce que vous voyez, c'est un numéro de 54, c'est le premier numéro d'octobre 54, avec le première livraison, j'en parlerai tout à l'heure peut-être, justement des mémoires de George Sand, Histoire de ma vie, c'est quand même assez curieux, qui paraît en feuilleton dans la presse de Girardin, qui restait un très grand ami de Sand. Elle dit que c'est à peu près le seul patron de presse avec qui elle peut s'entendre. Et voilà, donc on a aussi dans cette correspondance beaucoup de choses à apprendre sur ce que certains appellent la sociologie de la littérature. Alors, on rencontre aussi évidemment dans cette correspondance des personnages dont je ne parlerai pas beaucoup, qui sont sa famille, ses proches, Maurice, Solange, Lina Kalamata,
la fille d'un peintre italien, Kalamata, qui va épouser Maurice. Et puis il y a aussi, donc je n'en parle pas, c'est la partie, si vous voulez, biographique de la correspondance, c'est très intéressant, mais c'est aussi assez bien connu. Et puis il y a aussi des tas de gens, je dirais toutes les voix anonymes du siècle, et qui font aussi de cette correspondance une sorte d'autobiographie du XIXe siècle. Alors ces voix anonymes, en plus, elles nous sont restées, puisque George Sand, comme beaucoup d'écrivains, conservait son courrier, et même de façon très, très ordonnée. Ces lettres sont dans différents fonds d'archives essentiellement parisiens, la BHVP, qui a un grand fonds, qui est peut-être le plus grand gisement, où il y a toutes les lettres de lecteurs envoyées à George Sand et qui constituent vraiment, là aussi, un document absolument exceptionnel. Alors, George Sand était cela dit, à la fois très ouverte et très accueillante à ces témoignages de lecteurs. Elle répond la plupart du temps. Elle a été aussi beaucoup, comme des célébrités peut-être d'aujourd'hui, assaillie par des chasseurs d'autographes, par des personnages qui tournaient comme ça autour d'elle. Et elle dit quelque chose dans sa correspondance en 69, elle dit « Je me perds tristement dans la foule inconnue, avide de moi jusqu'à l'effronterie, ou hostile jusqu'à la fureur. Le jour où j'ai eu du succès, j'ai commencé à subir une torture de tous les instants. J'ai été dévorée par les fourmis et les bêtes de proie. » Et elle parle de ces correspondants qui parfois viennent la troubler et la manger sa vie privée comme une lèpre, dit-elle. Alors voilà, c'est aussi un monument, je dirais, d'histoire de ce pays. Parce que dans la correspondance aussi, on pourrait l'ouvrir par ce biais-là. J'aurais pu aussi faire, et j'ai déjà travaillé sur ces aspects-là, prendre les dates clés, 1830. Qu'est-ce qu'on apprend de la Révolution de Juillet à travers la correspondance, 1835, qui est un moment aussi très, très tendu, 1848 bien sûr, 1851, 1870. La longévité de George Sand est telle qu'elle a traversé, et parfois plus que traversé, participé activement à toutes ces insurrections, ces révolutions. Et comme elle le dit, finalement, à propos d'Histoire de ma vie, elle dit à une correspondante qui est Hortense Allard, l'histoire de ma vie, c'est un peu celle de mon temps, vue d'un certain côté intime et simple. Bien, je dirais que la correspondance, c'est aussi une histoire de son temps, vue d'un certain côté intime et simple. Mais ce n'est pas ce côté de la correspondance que je voudrais arpenter un petit peu avec vous. C'est un autre côté. Pour parler un petit peu comme Proust, c'est du côté de l'écrivain, du côté de la romancière, du côté de la littérature. Qu'est-ce que finalement la correspondance, comment elle s'en est servie et qu'est-ce qu'elle nous apprend. Alors, je voudrais, si j'ai le temps, et j'abrégerai un peu certains éléments, regarder 3 moments. Premier moment, l'entrée en littérature, préface à la vie d'écrivain, ou quand Aurore devient Georges. Deuxième moment, l'écrivain au travail, dans sa maturité, et la correspondance comme témoignage sur son laboratoire d'écriture, en quelque sorte. Et troisième moment, qui serait celui plus de la maturité, en nous focalisant rapidement sur 2 dialogues, avec 2 monuments aussi de la littérature française du XIXe siècle, qui sont Balzac et Flaubert. Alors, premier moment. Dans la préface des Lettres d'un voyageur, on aurait pu aussi, la forme épistolaire elle l'a souvent utilisée dans son œuvre, qui est un volume publié en 1937, elle dit la chose suivante, elle dit « Je crois que pour qui s'intéresserait aux secrètes opérations du cœur humain, certaines lettres familières, certains actes de la vie d'un artiste seraient la plus explicite préface et la plus claire exposition de son œuvre. » Donc elle nous tend cette idée que la correspondance est une préface
à la vie d'écrivain, une préface à la vie d'artiste. Et il est vrai que la lettre est une pratique d'écriture très familière au XIXe siècle, et pour beaucoup, elle a été pratiquée comme une sorte de voie d'accès à l'écriture littéraire. C'est le cas par exemple de Stendhal, lisez ses lettres à sa jeune sœur Pauline. Stendhal, quand il n'est encore que Henri Belle, écrit pendant de nombreuses années à sa sœur Pauline, et c'est une sorte d'entrée en écriture. Alors la lettre est à la fois, je dirais, un exercice de style. On y apprend à écrire, et c'est là qu'on apprend à écrire au XIXe siècle, mais c'est aussi un espace d'expression intime, où on apprend à être soi. Alors d'ailleurs, George Sand, dans ses souvenirs les plus lointains, quand elle les rassemble pour écrire Histoire de ma vie, bon, d'une part, vous le savez, elle va relire toute la correspondance de son père avec sa grand-mère, qu'elle inscrit au portail de son autobiographie, mais elle relit ses lettres. Et la lettre, un de ses souvenirs les plus anciens, et je voulais vous faire lire au moins une lettre, c'est une lettre, elle essaye de retrouver une lettre, un de ses souvenirs les plus anciens de son rapport à sa mère, qui a été, vous le savez, un rapport compliqué, puisque la mère n'était pas toujours présente et que finalement c'est sa grand-mère qui l'a élevée. Elle se souvient surtout d'une lettre. Et dans ses souvenirs les plus anciens, il y a cette lettre. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est ce qu'elle dit de cette lettre. J'ai voulu lui écrire une longue lettre. Je fis des prodiges d'adresse et de patience pour allumer ma bougie, sans allumette, à mon feu presque éteint. J'en vins à bout. Et j'écrivis sur des feuilles arrachées à mon cahier de verbes latins. Je vois encore ma lettre et l'écriture ronde et enfantine que j'avais dans ce temps-là. Mais qu'y avait-il dans cette lettre ? Je ne m'en souviens plus. Je sais que je l'écrivis dans la fièvre de l'enthousiasme, que mon cœur y coulait à flot, pour ainsi dire, et que ma mère l'a gardé longtemps, comme une relique. Mais je ne l'ai pas retrouvée dans les papiers qu'elle m'a laissés. Mon impression est que jamais passion plus profonde et plus pure ne fut plus naïvement exprimée, car mes larmes l'arrosèrent littéralement. Et à chaque instant, j'étais forcée de retracer les lettres effacées par mes pleurs. Alors, si la lettre a disparu, elle ne va pas retrouver cette lettre-là. Si le contenu même s'est effacé de sa mémoire, on le voit, l'émotion suscitée par sa rédaction reste intacte bien des années plus tard. Il me semble que ce souvenir emblématique dont elle parle au début d'Histoire de ma vie nous signale finalement ce qui fait pour George Sand épistolière la double valeur de la lettre. D'une part, sa capacité à exprimer le plus profond de soi. Elle le dit aussi à son ami Hetzel, qui est aussi son éditeur, une lettre est un monologue où, malgré soi, on se résume d'une manière effrayante. Donc, la lettre est l'outil pour elle d'expression peut-être le plus sincère et le plus authentique qui puisse exister, parce que cette lettre, elle est adressée à des intimes, à des proches. Mais elle a aussi, c'est la deuxième qualité, elle a aussi une valeur poétique. Et une valeur poétique ajoutée. Elle est déjà littérature en puissance. La lettre n'est donc pas uniquement, c'est ce double aspect, si vous voulez, que finalement George Sand va toujours exploiter dans l'écriture épistolaire. À la fois, elle y trouve le support qui est pour elle le plus adéquat à l'expression de soi. Il y a beaucoup de lettres qui sont des sortes de micro-autobiographies. Et en même temps, c'est un exercice poétique, c'est un exercice littéraire. Alors, ça commence très tôt, ce goût de la lettre et ce goût de l'écriture, puisque déjà ses condisciples du couvent des Anglaises l'avaient surnommée Mademoiselle Calepin, puisqu'elle était toujours avec son petit calepin pour prendre des notes et envoyer des lettres à ses camarades. Si on regarde la correspondance des toutes premières années, le premier volume, 1823, 1828, il y a beaucoup de lettres de jeunes filles et cela s'échange et ce sont déjà des exercices littéraires. Alors, sautons quelques années et passons en 1831. Voilà à peu près George Sand un petit peu plus tôt. Dans ces années-là, donc elle n'est pas, c'est toujours Aurore, Aurore qui va devenir Madame du Devant, et pas du tout baronne d'ailleurs, comme il est souvent dit dans des biographies erronées. Donc
elle va épouser, alors là, excusez-moi, parce que là, il y a vraiment un hiatus entre les images. Je n'ai pas trouvé d'image montrable, enfin assez bonne pour la mettre, assez comment dire, définie, comme on dit. Et donc, c'est Casimir du Devant sur la fin de sa vie. Et alors là, il y a bien sûr un décalage, on n'est plus dans le même, mais c'est la photo qui passait le mieux, la reproduction qui passait le mieux. Donc, Aurore, je me trompe dans les prénoms, on est en 1831, elle est l'épouse pas très heureuse de Casimir du Devant, avec lequel elle a finalement trouvé un modus vivendi. Casimir va demeurer à Nohant, la propriété de son épouse, mais il va l'autoriser à vivre à Paris une moitié de l'année, en lui faisant une petite rente sur les revenus de la terre dont il est l'administrateur, mais accord d'ailleurs qui sera rompu définitivement quelques années plus tard en 1935 avec un jugement de séparation des époux, mais avec très peu de moyens financiers. Et donc Aurore, excusez-moi, j'ai du mal à l'appeler Aurore. Aurore doit gagner un peu d'argent, donc elle va essayer de faire elle a un don de dessinatrice, elle essaie de peindre des petits éventails, et puis finalement elle va se mettre à écrire. Donc on est en 1931, Aurore est à Paris, où elle a rejoint son jeune amant et collaborateur littéraire Jules Sandeau. Ils vont ensemble signer un premier roman, Rose et Blanche. Et que nous apprend à ce moment-là la correspondance? Elle est très intéressante, cette correspondance, parce que elle nous montre comment justement Aurore va devenir Georges. Comment commencer par une sorte de petit Paris un peu ludique, finalement elle va rencontrer la vocation. Alors, elle écrit à ses amis berrichons, elle en a beaucoup qui sont restés donc à la Châtre, et on a une sorte de journal de bord de cette entrée en écriture. Je vous donne un exemple où elle fait l'aveu de cette vocation. « Je suis plus que jamais résolue à suivre la carrière littéraire, malgré les dégoûts que j'y trouve parfois. Je sens que mon existence est désormais remplie, j'ai un but, une tâche, disons le mot une passion. Le métier d'écrire en est une violente et presque indestructible. Quand elle s'est emparée d'une pauvre tête, elle ne peut plus s'arrêter. Et dès lors, comme elle l'écrit aussi, elle est emportée, dit-elle, sur la mer orageuse de la littérature. » Alors, ce qui est intéressant aussi dans cette correspondance, c'est qu'elle nous montre, ça c'est une caricature qu'elle fait d'elle-même, portrait de George Sand, fait quitte soi-même, et où on a un petit peu de visu l'état d'esprit de ces années d'entrée en littérature, qui sont celles aussi où elle va rencontrer Musset. C'est-à-dire qu'il y a toujours à la fois une vocation au sens très passionnel du terme, vous avez entendu la lettre, un engagement complet dans l'écriture qui devient plus qu'un métier, bien sûr, une passion, et en même temps il y a toujours une volonté, c'est peut-être ça ce qu'on lui pardonne pas beaucoup à George Sand, de démythifier l'écriture, de montrer aussi les coulisses de l'écriture. Et ça, la correspondance nous le restitue extraordinairement. George Sand est toujours quelqu'un qui prend de la distance avec les mythes, les légendes et les imaginaires. Alors, pour la débutante de 1832, la correspondance, c'est aussi un lieu où essayer de trouver son identité, de trouver son image. Et il est intéressant aussi de comparer les lettres et tous ces dessins, qui sont des sortes d'autoportraits. Mais commence alors pour George Sand aussi, qui est devenue George Sand, elle devient George Sand en signant Indiana, le premier roman qu'elle signe de ce célèbre pseudonyme, George Sand, en 1932. Ce qui m'intéresse aussi, et ce qui intéresse les littéraires dans la correspondance, c'est qu'elle va devenir, à partir de ce moment-là, le lieu privilégié de dialogue avec ses alter-ego, avec d'autres écrivains, avec ceux qu'elle appelle, dans l'histoire de ma vie, ses éducateurs et ses bienfaiteurs intellectuels.
un parmi d'autres. Alors là, c'est une autre caricature. Voilà, ça, c'est Musset. Hein. Vous voyez, là, c'est un peu le même style. Georges Sand, vous savez qu'elle se représente avec son gros nez. Elle parle toujours de ce gros nez. Elle s'est donné un sobriquet. C'est Madame Pifoel. Hein, quand elle voyage avec Marie Dagout et Liszt en voyage en Suisse, on voit ça dans les lettres d'un voyageur, donc elle s'invente, c'est un jeu entre eux, c'est la famille Pifoel, elle, Maurice et Solange constituent donc. Toujours une façon, Georges Sand, de se moquer d'elle-même, hein, de ne jamais se prendre au sérieux, ce qui la rend extrêmement attachante quand on lit la correspondance. Ça, c'est un peu plus tardif, puisque c'est en 1933, enfin, ils se sont rencontrés, et Musset a caricaturé, hein, qui partage lui aussi ce goût quand même de la dérision et de l'ironie, qui est aussi dans l'air du temps. Hein. L'ironie romantique, ça existe. Alors voilà, qui est ce monsieur ? Eh bien, c'est Sainte-Beuve, qui va devenir, qui n'est pas encore, bien sûr, à ce moment-là, on est en 1933, qui n'est pas encore le grand critique littéraire qu'il va être, mais il est poète, romancier aussi. Lui travaille à un roman qui va être célèbre en son temps, qui est Volupté. Georges Sand travaille à un autre grand roman qui est Lélia, et tous deux, pendant presque un an, il y a bien sûr beaucoup d'autres choses autour, mais vont correspondre, et là aussi c'est extraordinaire parce que ils s'échangent des manuscrits, ils se corrigent. Georges Sand, plus novice dans le métier, quête les conseils du maître. Je fais entendre sa voix à mon ami, je vous envoie les feuilles que je vous ai promises. Je désire que vous les lisiez avec attention, car j'ai besoin de votre jugement et de vos conseils. Soyez moins indulgents, que votre amitié ne vous porte à l'être. Et Sainte-Beuve répond, critique, corrige, félicite, hein, et demande aussi son aide. Hein. Pourquoi m'abandonnez-vous quand je commence mon œuvre, quand je comptais sur vous pour m'aider ? Alors voilà, toute cette période des années, de cette entrée en littérature, on peut parfaitement la suivre et suivre au-delà, je dirais, toute la vie littéraire du temps. Hein. C'est une histoire littéraire, je dirais, en temps réel qui se fait là. Alors, je passerai maintenant un regard plus général sur ce que la correspondance peut nous apprendre, cette fois-ci de l'écrivain de la maturité. Hein, comment s'y révèle une Georges Sand qui n'est pas forcément celle des légendes et qui est de ce fait plus attachante. Bon, ça c'est un petit bureau qui était à Nohant, mais je ne pense pas que c'était véritablement son bureau. Il y a eu plusieurs lieux. Et voilà, non, ça c'est autre chose. Alors, parlons de l'écrivain au travail. Un des poncifs obligés de la légende sandienne, c'est sa scandaleuse facilité à écrire. Hein. Un poncif d'ailleurs qu'elle a elle-même contribué à propager. En déclinant ce thème, par exemple, à l'envie dans sa correspondance. Je vous fais entendre quelques phrases qui ont dû contribuer à entériner ce qui n'est pas complètement une légende, mais qui l'est un peu quand même. Je joue avec mes enfants, je vous aime, je pense à vous, je fais un roman. J'écris avec autant de facilité que je ferais un ourlet. Ne me complimentez pas de ma facilité. Ne pas pouvoir s'arrêter pour réfléchir, c'est un autre défaut que le trop de réflexion. Et bien souvent, je fais le projet d'aller doucement sans pouvoir y parvenir. Donc il y a cette rapidité d'écriture. Mais ce que la correspondance nous montre, c'est un peu l'envers de cette image d'Épinal. Hein. Et en fait, à rebours des stéréotypes de dilettantisme que Georges Sand contribue donc à diffuser, ce qu'on y trouve, c'est au contraire un écrivain de la discipline et de la rigueur. Alors qu'apprend-on dans la correspondance sur le travail de Georges Sand ? Eh bien d'abord, la gestion du temps de travail, qui fait l'objet d'un souci permanent, d'une rigoureuse organisation, et presque obsédante. Je me lève à 4 heures du soir, je dîne, je couds, je fume, je ris et je cause. À 11 heures du soir, je me mets à mon bureau et j'irai jusqu'à 9 heures du matin. Unique règle de travail des années de jeunesse, mais aussi de maturité, l'écriture nocturne, qu'elle partage d'ailleurs avec Balzac.
dans des sessions qui peuvent aller jusqu'à 14 heures d'affilée quand il y a urgence, comme en ce mois d'avril, de mai 1837, où elle doit achever Mauprat et remettre à l'imprimeur. Elle écrit cela: « Je suis clouée sur ma chaise depuis 11 heures du soir ». Elle écrit ça dans une lettre qui est datée de 5 heures de l'après-midi le lendemain. « Je n'ai pas quitté la plume un instant pendant tout cet intervalle. J'ai fini cette interminable corvée. J'ai besoin, avec mes 14 heures de travail par nuit, d'avoir la rosée du ciel et quelques lignes de toit le matin. » Alors, cette écriture, on comprend aussi, à marche forcée, est souvent vécue comme une souffrance, comme un martyr. Elle se dit sauvagisée, c'est son terme, par ses travaux forcés, et elle dessine volontiers dans sa correspondance, que fait aussi d'ailleurs Balzac, l'autoportrait de l'artiste en forçat de l'écriture. Il faudra, dit-elle, que j'abandonne bientôt ce métier de galérien. Ma vie est héroïque de travail, je suis condamnée toute cette année à une énorme activité de plume. Alors bien sûr, le travail est aussi pour elle un excitant naturel, dont il est difficile de se passer. Elle l'écrit: « J'ai une telle habitude de travail que l'oisiveté du cerveau me fait l'effet d'un régime d'eau tiède. » Et donc elle n'est pas du tout preneuse, en quelque sorte, de période de calme. Bon, les lettres nous fournissent donc quantité de travail sur la façon dont elle mène cette vie littéraire, et qui va devenir de plus en plus compliquée au tournant, je dirais, de 45, quand commence à s'imposer une nouvelle forme de littérature, qui est ce que Sainte-Beuve va appeler la littérature industrielle, et qui est une littérature de feuilleton, une littérature grand public, dont, par exemple, l'illustration, même ça n'est pas une critique, l'illustration serait donnée par le Juif errant de Gensu. Pourquoi je parle du Juif errant de Gensu? Ça, c'est une collection plus ancienne. Le Juif errant de Gensu paraît dans un journal qui s'appelle Le Constitutionnel, en 1844. Mais il se trouve que Eugène Sue, qui fait vendre le journal, parce que tout le monde s'arrache le feuilleton, a lâché Véron, le directeur du journal, qui se retourne vers George Sand pour lui demander, plus d'un mois avant la date prévue, le manuscrit d'un roman qu'elle devait livrer, qui s'appelle Le Meunier d'Angibault, dont d'ailleurs il ne voudra plus au bout du compte, le trouvant trop socialiste pour ses lecteurs. Et George Sand finalement renacle un peu, mais acquiesce. Je voudrais avoir 4 ou 5 jours pour corriger, supprimer les longueurs dont on ne s'aperçoit pas en écrivant si vite, mais elle relève le défi. Je ne refuse pas de faire ce qui me sera humainement possible. Et donc on comprend à lire sa correspondance combien elle a été très souvent obligée, pour satisfaire tel ou tel patron de presse, à travailler dans l'urgence et à terminer un roman en quelques jours. Alors bien sûr, la critique contemporaine, et je terminerai cette petite partie là-dessus, a cristallisé quantité de légendes autour de cette fameuse aisance qui, en réalité, est à nuancer. Je rappellerai et là on va regarder un de ces manuscrits, je rappellerai quelques jugements pas très tendres de ses contemporains et d'écrivains du siècle. Barbey d'Aurevilly, il voit dans ce qu'il appelle son fameux style coulant la marque de la médiocrité de Sand comme écrivain. Tandis que Zola, curieusement, écrit formule cette idée, je ne sais pas où il est allé la chercher, que Sand écrivait de façon presque automatique, dans une sorte de lâcher qui n'aurait rien à faire avec la création littéraire. Et je le cite dans un de ses articles sur George Sand. Il dit « La main gardait un mouvement rythmé, l'écriture était grosse, calme, le manuscrit souvent ne portait pas la trace de la moindre rature. Il semblait que quelqu'un dictait et que George Sand écrivait. » Alors c'est tout à fait faux, bien sûr, même si elle a effectivement une grande aisance d'écriture. Et les manuscrits, on en a beaucoup, parfois très raturés, attestent d'un travail sur le texte important. Alors ça, c'est un manuscrit d'une notice
pour La Mare au diable, celui-ci aussi que vous verrez moins, qui est moins lisible, hein, mais on voit bien en tout cas qu'il y a de la rature. Hein. Alors si certains critiques disent que la littérature commence avec la rature, là on est dans de la littérature. Et ça c'est le manuscrit, une page de manuscrit d'un hiver à Majorque. Alors on perçoit en fait beaucoup de condescendance misogyne quand même. Hein. Il faut se souvenir qu'elle est quand même un écrivain à succès et qu'elle a beaucoup gêné, hein. Elle a beaucoup fait d'ombre à d'autres. Et je citerai un autre écrivain que j'aime beaucoup bien sûr, mais pour faire entendre quand même cette condescendance, c'est Baudelaire. Baudelaire qui à propos de Sand écrit que c'est bien sûr un très grand et très justement illustre écrivain, mais qu'elle n'a pas tout à fait, malgré sa supériorité, échappé à cette loi du tempérament féminin. Et il l'énonce ainsi. Les femmes écrivent avec une rapidité débordante. Leur cœur bavarde à la rame. Elles ne connaissent généralement ni l'art, ni la logique. Leur style traîne et ondoie, comme leurs vêtements. Donc voilà, je pense que George Sand, bien sûr, elle a eu à pâtir du fait que... elle est un peu la seule, même s'il y a beaucoup de femmes auteurs, comme on dit à l'époque, elle est la seule à occuper le terrain et de façon aussi massive. Quand on travaille sur la correspondance et sur les manuscrits, on s'aperçoit combien cette légende est fausse, hein, et que comme d'autres, comme les écrivains de son temps, comme Balzac, comme Flaubert, c'est une écrivaine, j'aime pas forcément employer ce féminin, mais qui corrige, qui travaille, qui reprend ses manuscrits, qui les réécrit. Alors, juste un mot, je vois qu'il est tard, je ne vais pas développer tout ce que je voulais évoquer, mais juste un mot pour parler de la troisième période, qui serait la période de la maturité, et quand George Sand est vraiment devenu un écrivain qui a la pleine maîtrise, hein, de sa création. Alors, il y a deux duos exceptionnels dans la correspondance, il y en a bien d'autres, mais ces deux-là sont vraiment assez fantastiques à suivre. C'est le dialogue avec Balzac, plutôt autour des années 40, et le dialogue un peu plus tardif avec Flaubert, hein, à partir des années 60 jusqu'à la mort en 76. Alors un mot sur les deux, avec Balzac, il y a eu récemment, j'aurais dû amener le petit livret, enfin c'est pas un livret, c'est un beau catalogue, une exposition à Saché, qui est le château de Balzac, sur l'amitié Sand-Balzac, et c'est vrai que c'est une belle amitié, hein. Quand Jules Sandeau lui présente Balzac au printemps 31, c'est pour la jeune romancière un maître à étudier, hein, que Sand considère Balzac. Mais très vite, une amitié est née entre eux, qui est stimulée par une connivence littéraire, hein, fondée sur la reconnaissance mutuelle de leur génie, mais surtout, et là je ne vais pas rentrer dans des considérations plus littéraires, sur une même conception du roman, hein, et de la fonction d'écrivain. Ce sont vraiment encore deux romantiques, hein, pour qui l'écrivain a une mission. Alors, leur correspondance est assez mince, mais dense, une vingtaine de lettres, parce qu'ils se sont surtout rencontrés. Hein, on en a des traces, c'est encore un petit dessin, une caricature, on ne la voit pas très bien, c'est dommage. C'est une petite caricature faite par Maurice Sand. Tout le monde dessine dans la famille Sand, et Maurice est aussi un très bon illustrateur. Et ça rend compte d'une rencontre entre Sand et Balzac qui s'est faite à Nohant en mars 1838, et on y voit Sand et Balzac discutant, travail, et les enfants faisant fonctionner les petites poupées, et ces petites poupées étant en réalité les petites poupées que Balzac utilisait lui-même. Hein, pour ses personnages, il avait toute une série, enfin à certains moments de son existence, pas partout, à ce moment-là, hein, il se servait souvent volontiers de ces petites poupées pour la comédie humaine. Alors leur correspondance témoigne de l'engouement que leur œuvre a exercé l'un sur l'autre, mais surtout ce qui est intéressant, c'est que, alors je passe un peu les citations. Tout à l'heure, je vous parlais de la littérature industrielle et du feuilleton. Ils se sont
retrouver sur ce terrain-là. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas cette conception, on dit ce sont, là aussi il faut faire attention à ce qu'on dit, ils ont l'un et l'autre, Balzac peut-être plus que Sand, eu quelques réticences à prendre place dans le nouveau paysage d'une littérature industrielle ou marchande. Ils sont encore dans la mythologie romantique de l'écrivain penseur, de l'écrivain, comme dit Balzac dans l'avant-propos de la Comédie humaine, instituteur du genre humain, et ils ne sont pas dans cette littérature de feuilleton, littérature industrielle, ça veut dire ce que ça veut dire, qui se construit. Alors, c'est pour ça que j'avais cherché tout à l'heure, bon, ça c'est l'image bien connue de Flaubert, le juif errant, parce que là aussi, Balzac s'insurge, il dit, il lui écrit, on admire, non, ça c'est à Madame Anska qu'il écrit ça, on admire le juif errant et on jette de la boue à Jeanne de George Sand, qui est certes un chef-d'œuvre. S'insurge Balzac, tandis que Sand, je la cite, rêve de faire sur Balzac un long article de discussion sérieuse pour réparer les erreurs d'une critique incompétente. Donc il est intéressant d'entendre ce dialogue-là pour comprendre un petit peu quelles sont leurs valeurs. Alors le dernier dialogue, j'en dis juste un mot, vous le connaissez sans doute, mais il est aussi, c'est peut-être... en tout cas le plus volumineux, le plus important, le plus intense, c'est celui qu'elle va avoir avec Flaubert. Et c'est aussi une relation de complicité, de connivence, et de connivence anti-critique, anti-journalistique. C'est à peu près à ce moment-là où la littérature, est un peu sous la coupe du journalisme, du journal, et les écrivains cherchent à s'en dégager. Alors, c'est une relation de solidarité qui s'inscrit entre eux, puisque à la parution de Salammbô et du mauvais accueil qui avait été fait à ce roman en 1962, George Sand avait publié un article très chaleureux sur Flaubert, et au remerciement de Flaubert, elle répond, et je vais juste citer 2-3 choses et je m'arrêterai, elle lui dit ça, elle lui dit: il ne faut pas me savoir gré d'avoir rempli mon devoir. Toutes les fois que la critique fera le sien, je me tairai, parce que j'aime mieux produire que juger. Mais tout ce que j'avais lu sur Salammbô, avant de lire Salammbô, était injuste et insuffisant. Et quant à l'apparition de l'éducation sentimentale, en 1869, on traitera celui qu'elle appelle son vieux troubadour de crétin et de canaille, je cite, eh bien, elle repartira à l'attaque. Alors c'est une très belle correspondance, pourquoi ? Parce qu'ils sont très éloignés sur le plan de leur conception de la littérature. Flaubert dit « il n'y a que, je me cite bien, que la sacro-sainte littérature qui m'intéresse », et George Sand lui répond « moi il y a toujours quelque chose, une personne, un être qui m'intéresse plus que la littérature ». Elle lui dit qu'il fait une littérature de la désolation, et lui répond qu'elle fait trop une littérature de la consolation. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'ils partent de positions à la fois philosophiques, sociales, esthétiques, radicalement différentes, et pourtant, bien sûr, ils vont s'entendre merveilleusement dans des discussions qui ne sont pas uniquement littéraires, même si elles le sont souvent, mais qui sont des discussions d'un grand intérêt humain. Voilà ce qu'elle lui dit. Elle lui dit « Nos discussions doivent rester entre nous comme des caresses entre amants, et plus douces, puisque l'amitié a ses mystères aussi, et sans les orages de la personnalité. » Alors, quelque part, se rejoue sur cette scène épistolaire une version intime du grand rêve romantique, de la fraternité des arts et des artistes, que George Sand n'a jamais complètement abandonné, et dont la correspondance témoigne. Alors, j'arrêterai là, faute de temps, l'évocation de ces dialogues et de cette correspondance dans laquelle on pourrait lire bien d'autres livres encore. Retenons peut-être que la correspondance est un espace un peu limitrophe entre la vie et la littérature, et que c'est dans la correspondance que George Sand a conçu, tracé et aussi parfois réfléchi aux grandes perspectives de sa conception d'écriture et de son engagement d'écrivain auprès de ses contemporains.
Elle y a trouvé aussi le terrain propice à l'élaboration de sa poétique, à la faveur donc de tous ces débats, je n'en ai évoqué que quelques-uns, avec les grands artistes de son temps. Et puis aussi, elle y a rencontré, et c'est quelque chose que j'aurais bien aimé évoquer, mais bien sûr qui est encore autre chose, elle y a rencontré ses contemporains. Comme d'autres écrivains du temps, d'ailleurs elle n'est pas la seule à recevoir beaucoup de lettres, Gensu a aussi reçu énormément de courriers, Balzac aussi, mais la correspondance nous apprend peut-être quelque chose qui malheureusement peut-être un peu disparu aujourd'hui, mais le rôle essentiel qu'un écrivain pouvait tenir, un écrivain qui est aussi un intellectuel, pouvait tenir dans l'espace social et politique de son temps. Alors, une dernière image, c'est une aquarelle de George Sand, que je trouve très belle. Elle en a comme ça réalisé plusieurs. Et donc voilà, ça ne rend pas grand-chose peut-être sur l'écran, mais c'est une couleur de plus dans la palette de sa création. Ben, je vous remercie de m'avoir écouté, j'étais un peu longue et je m'en excuse. Déborder mon temps de parole. Écoutez, je crois que nous sommes tous ravis d'avoir écouté l'analyse si fine de Madame Diaz et que vous avez sans doute des questions à lui poser. Monsieur Ebra. Oui, bien sûr, il y en a une, mais j'en ai pas parlé. Oui, il y en a une, elle n'est pas très... Elle est un peu superficielle, elle est un peu décevante. Elle est un peu décevante. Il n'y a pas un dialogue sur la longue durée. Il y a des lettres, ils s'envoient leurs livres, mais bon, ça n'accroche pas véritablement entre les deux. Non, ça n'est pas. Il n'y a pas de titre non plus. C'est ce qu'on appelle une dendrite. Je ne sais pas si vous connaissez ça. C'est un procédé particulier. Il en a fait beaucoup. Et effectivement, ce sont des paysages. Ce sont des paysages imaginaires. Dendrite. Je ne suis pas très calée en art plastique. Dendrite. D'accord. Ah oui, c'est ça. Dendrite, c'est une plante en fait. C'est ça. Voilà. Et donc c'est le nom qu'on donne à ce type d'aquarelle qui prend cette allure d'arborescence, c'est vrai. Voilà, c'est ça. Y a-t-il une correspondance avec ses enfants qui soit expressive? Ah oui, il y a une magnifique correspondance. C'est très différente et avec Maurice et avec Solange. Avec Maurice, c'est le complice. C'est l'enfant chéri et le complice. Ils s'entendent parfaitement. Solange, bien évidemment, c'est la fille un peu maudite quand même, parce que pourquoi ? Parce que Solange, au bout de George Sand, a quand même mal tourné, au sens où elle préfère essayer de trouver des riches protecteurs. Plutôt que de se réaliser. Elle essaye un peu l'écriture, elle n'y arrive pas. Solange n'est pas quelqu'un qui a beaucoup de constance, donc elle n'y arrive pas. Et puis il y a l'épisode avec son mari, Auguste Clessinger, sculpteur, qui va dans une crise, qui fait l'objet d'une lettre de 40 pages, c'est la plus longue lettre de la correspondance à Arago, où elle raconte la crise de 47, où le mari de Solange a porté la main sur elle, et puis il y a eu scission. Donc Solange, non, puis la suite aussi est triste, puisque la petite fille de Solange, Jeanne, qui est lors de la séparation de ses parents, qui est dans une pension, va décéder faute de soins. Donc Solange, c'est la blessure de sa vie quand même. Mais quand on regarde la correspondance depuis le début, on s'aperçoit qu'avec Solange, elle est quand même très dure dès le début. Il y a une relation mère-fille là qui ne s'est pas faite harmonieusement.
qui ne s'est pas faite harmonieusement. Et on sent d'emblée que... Et ça, c'est la correspondance qui le montre. Il y a les lettres de Solange aussi. Toutes ces lettres sont gardées soit à la BNF, soit dans d'autres... à l'Institut. Et on peut les lire. On comprend combien aussi... Puis alors, il y a aussi... On a parlé de la mère de Sand. Sand a une espèce de fantasme, enfin c'est pas un fantasme, comment dire ça, sa grand-mère lui a souvent dit que sa mère était une prostituée. Sa mère était une fille du peuple, on l'a vu, une fille du peuple qui a eu sans doute une vie sentimentale et affective avant de rencontrer le père Maurice, un peu mouvementé. Et il y a un moment, il y a la grande scène où sa grand-mère, avant de mourir, lui dit que sa mère est une femme légère. Donc elle a ensuite l'angoisse que ça se reproduise avec sa fille. Et Sand est très, soucieux, c'est même pas le mot, il y a presque un côté pathologique, obsédé par cette histoire de la prostitution qui pourrait se reproduire. Donc avec sa fille, ça ne fonctionne pas. Et puis le fils est plus docile au conseil de la mère, alors que la fille, quand elle commence à écrire, elle n'accepte pas tellement les corrections de sa mère. Mais elle a écrit 2 romans quand même, Solange. Qui ont une publication tout à fait confidentielle, mais bon. Enfin, ça, c'est l'histoire biographique. Comme toutes les histoires de famille, celle-ci est compliquée. Ouais. Je pense qu'il est tard, là. J'ai un peu dépassé mon temps. S'il n'y a pas d'autres questions, je crois que nous allons remercier très chaleureusement Madame Diard d'être venue nous donner